Dans la forêt de Sombre-Cime, 3 élus s'éveillent après 2 siècles de sommeil. Ils s'attendent à des retrouvailles joyeuses mais ne trouvent qu'une forêt déserte où sont éparpillés le reste des élus. Après avoir retrouvé les survivants, nos élus sont confrontés à une réalité de plus en plus indéniable, l'existence d'une 5e alvéole, un groupe secret au sein de leur cité, aux intentions et actions pour l'instant floues mais définitivement malveillantes. Aux côtés de l'ingénieur Maël Rivage, de la garde du temple Tara Décime et de Nina Brind'Ombre, la plus jeune de tous les élus, nos héros prennent la direction de la ville, bien décidés à enfin comprendre ce qu'il s'est passé pendant leurs 200 ans d'absence. Le mystère de Sombre-Cime, épisode 7, salade de fleurs. Le soleil est au plus haut dans le ciel quand vous commencez à marcher. La pluie est fine, elle vous effleure à peine la peau. Vous naviguez à travers les troncs des grands pins sombres, vous marchez 1 heure, puis 2, puis 3. Les averses s'enchaînent, trempant vos vêtements et rendant votre avancée de plus en plus laborieuse. Et vous marchez jusqu'au coucher du soleil, où Tara propose de vous arrêter pour la nuit. Elle et Maël commencent à installer un camp de fortune. L'idée de faire un feu émerge, mais très vite annulée, vu l'humidité du bois. Et Tara commence à ramasser de la mousse et des feuilles pour fabriquer une sorte de lit de végétation. Et elle montre aussi à Nina, à la petite Nina, comment faire pour se fabriquer également une sorte de petit duvet. Et la faim commence à se faire sentir puisque vous n'avez rien avalé depuis le matin même. Avec ce léger moment de répit, de repos, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je peux changer de posture ? Bien sûr. Alors pour rappel, les postures, c'est du coup quand vous changez d'état d'esprit, vous pouvez adopter différentes postures. Il y a des postures émotionnelles, des postures physiques, et ça change un petit peu la dynamique de jeu. Ça peut changer des choses par rapport au jet de dés ou au point d'harmonie. Donc vas-y, explique-nous ce qui se passe pour Eléa. Moi, je me sens pas très bien depuis tout ce qui s'est passé dans cette journée. Mon état d'esprit a vraiment switché par rapport à tout le début en fait de notre petite aventure. Parce qu'il s'est passé plein de choses en même temps et en fait je sais plus quoi penser de rien. Et surtout je sais plus trop quoi penser des personnes avec qui je suis. Puisque mon avis sur Tara fait que changer. Mon avis sur Davy n'est pas mauvais, mais je vois que c'est un tandem fort avec Maël. Sur qui je sais pas trop quoi penser non plus. Et Noël a réussi à nous tromper en 2 secondes d'existence dans nos vies. Enfin, je me sens très méfiante. Je peux. Je sais plus ce que ça fait. Bien sûr, tu peux. La posture méfiante, ça te donne avantage. Donc tu lances 2 fois le dé et tu prends la valeur la plus haute pour tous les jets qui concernent la détection de tromperie, de mensonges, de cachotterie. Génial, c'est tout ce que je souhaitais. Du coup, je suis très méfiante. Paradoxalement, la personne à qui je fais le plus confiance pour l'instant, c'est Noah, vu qu'on a eu cette espèce de tandem pour essayer de gérer la situation Noël. C'est un peu vers lui que je préfère me tourner pour l'instant. Et en plus, j'en profite un peu, sachant que c'est un petit gars de la campagne, j'essaye de me rapprocher un petit peu de lui aussi pour voir s'il a pas des petites idées de ce qu'on pourrait manger autour de nous. Moi, j'allais dire, depuis tout à l'heure, que je me sentais déterminé à faire manger toute ma petite troupe et de commencer à vadrouiller, rassembler tous les végétaux que l'on peut cueillir, qu'on connaît. J'explique un peu aux autres à quoi devraient ressembler les végétaux qui sont comestibles dans la nature. Et je vais aussi placer, même si j'aime beaucoup les animaux, on a besoin de manger.
Et je place des petits pièges à animaux. Ok, alors je vais te demander 2 jets différents. Le premier, c'est un jet actif que tu vas faire avec avantage parce que c'est lié à ta détermination et au fait de trouver à manger. Et ensuite, tu vas me faire un jet réactif. Il se passe quelque chose dans les bois, encore une fois. C'est pour voir si tu le détectes ou pas. Et c'est un peu ta dernière chance de potentiellement le voir. Ouh, 10 sur le jet actif. Tu trouveras absolument ce que tu veux trouver en termes de quantité. Je te laisserai entièrement décider de ce que tu trouves et de qu'est-ce que tu collectes. Du coup, j'ai envoyé Eléa et Davy chercher des champignons, des fruits qui poussent sur des buissons, de la sève d'arbre qui est comestible et qui sert d'épice, ainsi que de l'écorce aussi, qui est possible de concasser et de laisser infuser dans ce qu'on va manger ce soir, qui sera un ragoût végétarien ou, si on a un peu de chance, avec de la viande dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce festin? Je sais pas, il n'y a pas des fruits ou des fleurs Va pour une salade de fleurs. Trop bien. Je veux bien ton jet réactif du coup maintenant, s'il te plaît. 8, Et ton dé réactif, c'est un dé à combien de faces déjà? 12. Pendant que tu places tes collets, que tu fais ta cueillette, quelque chose se passe. Quelque chose qui s'est passé plusieurs fois depuis que vous vous baladez de gauche à droite, mais que tu n'as jamais remarqué. Et cette fois-ci, tu le remarques. Tu es seul pour la première fois depuis quelques jours et tu entends comme un bruit de vent dans des feuilles, dans des fougères et des bruits de pattes sur du bois mouillé, pas très loin de toi. Est-ce qu'elle respire, cette bête? Je veux bien que tu me fasses un jet social, s'il te plaît. 1. Ouch. T'entends juste le bruit des fougères et les pattes, mais pas de respiration, pas de là où tu es. Est-ce que j'aurais le droit de monter un arbre? Bien sûr, fais-moi un jet actif. Aïe, ça pique. Ok. Tu choisis un arbre pour commencer à grimper. Et tu arrives à prendre des branches qui sont assez basses et à commencer à monter. Mais l'écorce est très humide et au bout d'un moment, tu sens ton pied qui rippe sur un bout d'écorce qui se détache de l'arbre et tu tombes en arrière. Pas extrêmement haut, mais assez quand même pour que l'impact vide l'air de tes poumons. Et pendant quelques secondes, ta vision est un peu floue et tu vois un peu des points noirs devant tes yeux. Et tu restes là, le souffle coupé. Et tu entends le bruit des pattes qui se rapprochent. Et un souffle chaud contre ta joue. Et une langue rugueuse, épaisse, qui vient juste délicatement te lécher la tempe et un peu les cheveux. Une petite truffe humide, de grands yeux noirs. Et au-dessus de toi se tient la figure massive du souffle-feuille, cette espèce de serre avec des bois végétaux en forme de fougère qui te regarde avec ses grands yeux qui te fixent, penché au-dessus de toi. Je pense que juste je souris et je reste au sol. De toute façon, avec lui, le but c'est jamais de faire de gestes brusques. Donc j'apprécie ce qui se passe. Et je vois si je peux me relever lentement pour m'asseoir à côté de lui. Peut-être parler à moi-même mais en même temps à lui. Et quand tu t'assois, il vient presque s'asseoir un peu à côté de toi. En tout cas, il continue de te regarder. Et quand tu parles, il a ce mouvement, tu sais, que font un peu les chiens, où ils mettent la tête sur le côté pour essayer de comprendre les sons qui sortent de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Je me confie à lui sur le fait que je me sens apaisé d'enfin arriver à un endroit dit fixe sur lequel on pourra rester, essayer de bâtir quelque chose après ce qui nous est arrivé. Je veux bien que tu me fasses un jet social, s'il te plaît, avec avantage, du coup. 10 ou 18.
il t'écoute un peu parler et il va pousser légèrement ton épaule avec son museau pour te remonter un peu le moral quand tu parles de choses un peu plus tristes. T'es pas 100% sûr qu'ils te comprennent complètement, mais il y a une forme de compréhension qui s'installe entre vous très clairement. Et à partir de maintenant, où que tu ailles, le souffle-feuille a priori te suivra. Je peux lui donner une partie de notre salade de fleurs. Bien sûr. Je lui donne dans mes mains et je le laisse manger dans mes mains. Trop bien. Tu vois ses narines qui se dilatent et ses pupilles qui commencent à trembloter un petit peu de pur plaisir gustatif. Et c'est un peu compliqué de pas tout lui donner et d'essayer d'en garder un peu pour le reste du groupe. Je peux m'allonger à côté de lui. Ouais, complètement. Je viens m'allonger à son côté. En t'allongeant un peu à côté de lui et lui qui s'affaisse légèrement, pas allongé, juste assis à côté de toi, tu réalises vraiment à quel point il est massif et très 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 large, avec un peu cette idée de juste s'il décidait de rouler pendant la nuit, il te roulerait dessus et tu mourrais suffoqué. Mais en même temps c'est une présence chaleureuse, duveteuse, confortable, assez apaisante. Est-ce qu'après ça tu rentres? Est-ce que tu restes? Je reste toute la nuit. Ok, ça marche. Pendant ce temps-là, au camp, Eléa, Davy, qu'est-ce que vous faites? Du coup, Noah part pour aller collecter un petit peu des choses et ne revient pas. Est-ce que ça inquiète l'une de vous ou pas du tout? Bah, moi oui, du coup, vu que c'est un petit peu la présence sur laquelle je comptais m'appuyer, je suis quelque peu chagrinée de l'absence de Noah. Donc en vrai, je pense que je vais essayer à un moment de partir voir où il est après avoir mangé. Ok, donc on va se séparer en deux et on va d'abord suivre ce qui va se passer. Donc Eléa, quand tu vas aller à la recherche de Noah qui manque à l'appel. Et ensuite on verra ce qui se passe au camp, si ça vous va. Ok. Du coup, Eléa, tu peux me faire un jet actif pour chercher Noah. 5. Tu cherches une bonne heure sans le trouver et la nuit est en train de tomber. Est-ce que tu continues de chercher ou est-ce que tu rentres? En vrai, je pense que je continue à chercher quand même parce que au début, j'avais pas envie d'être toute seule et là, du coup, je commence à un peu m'inquiéter vu que je le trouve pas. Ok, tu peux me refaire un jet actif du coup, s'il te plaît. 14. Ok, tu le retrouves assez rapidement une fois la nuit tombée, la rosée éclaire tes pas et te mène jusqu'à cet arbre un peu large contre lequel du coup tu vois cette créature à moitié cerf, à moitié plante et Noah allongé juste à côté un peu contre, assoupi. Les deux dorment du coup. Yes. Je pense que j'essaye de m'approcher un peu pour essayer de voir ce que c'est cette bête. Ok, Eléa, tu vas me faire un jet actif. Noah, tu vas me faire un jet réactif. Et en fonction, on va comparer, on va voir ce qui se passe. 6. 7. 6, 7. Pardon. Le souffle-feuille s'est endormi en même temps que toi. Et il a une respiration très lourde, un peu rauque, qui vient parfaitement couvrir les bruits de pas d'Eléa quand tu t'approches discrètement. Et tu découvres donc cette créature, les Noah, qui dort à côté. Je suis assez désappointée par cette découverte. Je sais pas trop quoi en penser, je sais pas ce que c'est cet animal qui est là. Mais je sais que Noah, je comprends pas toujours ses idées, mais je sais qu'il est pas complètement fou non plus, donc j'imagine que s'il dort tranquillou bilou avec, c'est qu'il est pas bien méchant. cette créature n'est pas bien méchante. Mais du coup, je me retrouve un peu embêtée, parce que j'espérais pouvoir revenir au camp avec lui. Mais j'ai pas envie de le réveiller, il a l'air bien quoi. Et en même temps, revenir toute seule au milieu de tous les autres, je sais pas trop quoi en penser, donc je pense que dans ma parano, j'arrive pas à retourner au camp, j'arrive pas à bouger. Je reste là et je pense que je finis par m'asseoir. Et du coup, je finis par m'endormir, à force. Ok. Le lendemain matin, Noah, tu es éveillé par une sensation de quelque chose qui bouge dans tes poches et un bruit de mâche un petit peu. Et tu découvres le souffle-feuille qui est allé chercher avec son museau le reste de petites fleurs dans ta poche et qui est en train d'en dévorer une très 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 large partie. Et en te réveillant, tu découvres du coup aussi que Eléa a visiblement dormi à quelques mètres de vous sur le sol. Je pense que... déjà, je dis bonjour.
à mon ami de la nature. Je pense que je vais réveiller Eléa. Et je vais déjà voir si elle va bien. Hé, tu veux voir un truc cool? Tu me dis ça direct, genre tu me réveilles et tu me dis tu veux voir un truc cool. Comme je me suis quand même endormie de manière extrêmement tendue, je pense que je me réveille d'abord dans un premier temps en sursaut. je mets 2 secondes à me rappeler où je suis. Puis je vois Noah qui me propose de voir un truc cool. Et comme je suis pas très bien réveillée et que je suis au moins rassurée de me rappeler où je suis et de savoir que je suis avec lui, je dis oui, ok, d'accord. Bah, après avoir récupéré ma sacoche dans laquelle il était allé se servir, je décide de donner des fleurs à Eléa. Et je lui montre avec ses mains comment est-ce qu'elle peut faire pour lui donner sans que... Ok, alors attends juste, Eléa, fais-moi un jet social, 1 seconde, pour voir. Ok, parfait. Noah s'approche de toi avec ses petites fleurs dans les mains, une sorte de... comme un peu un bouquet. Et tu paniques pendant 1 seconde, t'as l'impression qu'il est sur le point de t'offrir des fleurs. Regarde comme elles sont belles. Ah, merci. C'est ça que tu voulais me montrer, c'est gentil, elles sont super jolies. Oula. Non, elles sont pour toi. Enfin, c'est pour que tu lui donnes à manger. Ah, bah oui, ok, d'accord. T'es sûr? Je peux? Oui, certain, regarde. Mets tes mains comme ça. Ok. Et maintenant, juste attends et l'air friendly. Alors, je suis pas du tout rassurée, mais pour essayer de garder la face après cette première humiliation, Bref, pour essayer de garder ce qui me reste de dignité, j'essaye de tendre les mains exactement comme il me montre avec un air déterminé. En voyant les fleurs dans tes mains, le souffle-feuille réfléchit à peine, vraiment te calcule même pas et juste enfonce son museau entre tes paumes pour dévorer les fleurs. Ensuite, vous reprenez le chemin vers le camp et le souffle-feuille continue de vous suivre. On va revenir un tout petit peu en arrière, donc la veille au soir, pour voir ce qui s'est passé au camp pendant que Eléa et Noah faisaient leur nuit à la belle étoile dans la forêt. Comme j'ai l'habitude de souvent pas manger, là je suis prête à nouveau à sauter le repas parce que je me dis que peut-être qu'il faudrait que je parle à Maëlle. Donc, enfin pas sauter le repas, mais j'aimerais d'abord parler à Maëlle. Le repas est pas ma priorité, même si en soi il faudrait que je mange. Davy, tu guettes le moment où tu pourras parler potentiellement avec Maëlle seule, et il arrive assez rapidement, une fois que Tara et Nina sont couchées, commencent à dormir. Tu peux avoir ton moment si tu le souhaites. Donc je m'approche d'elle, je m'assois à côté d'elle mais quand même un petit peu loin. Donc je lui dis est-ce que je peux te parler? Bien sûr Davy, je t'en prie. Parler ou parler Parler. Ça marche. T'as mangé? Non, toujours pas. Elle se lève rapidement, crée une sorte d'assiette dans une feuille creuse avec des baies, des plantes, plein de choses. Et elle revient vers toi et la pose sans délicatesse sur tes genoux. On va pas parler sur un estomac vide. Mais j'ai le ventre trop serré. Ton estomac est serré parce qu'il est vide. Donc je me force à avaler quelques baies que je mange un petit peu à toute vitesse parce que je suis stressée. Maëlle sourit en te regardant manger et une fois que t'as un peu vidé ton assiette, elle te dit merci. On peut parler maintenant si tu veux. Du coup je voulais... je sais que j'ai beaucoup fui cette conversation et le fait qu'on soit là un petit peu face à tant d'inconnus, j'ai eu besoin j'ai vraiment envie de te parler et notamment de parler de la rupture et de tous mes regrets que j'ai par rapport à ça.
Ok, fais-moi un geste social, s'il te plaît. Oh. Tu la sens tout de suite sur la défensive, avec un air un peu amer. C'est vraiment... Il aura vraiment fallu la fin d'une civilisation pour qu'on puisse avoir une conversation. C'est fou quand même. Mais ouais, carrément, on peut parler, je t'écoute. Je t'écoute. J'ai l'impression que t'es pas... que... Est-ce que tu t'es sûr que tu veux qu'on parle? Ok, tu peux me faire un geste social avec avantage. Tu lances 2 fois et tu prends le plus haut score. À 10. Mais elle a un mouvement de recul et elle passe sa main sur son visage. Pardon. Désolée, je suis hyper sur la défensive, je sais pas pourquoi. Excuse-moi, je t'écoute. Je t'écoute pour de vrai. Non mais t'excuses pas, en vrai, c'est moi qui suis en tort, donc je comprends ta réaction. Je pense pas qu'on puisse tout mettre sur toi. C'est des choses compliquées. Mais tu m'as dit que t'avais une liste de regrets, c'est ça? Oui, parce que j'ai l'impression que... tu le sais parce que tu me connais par cœur. Je sais que j'ai juste eu plus peur globalement. Et c'est aussi ça qui a guidé mon comportement parfois, même si je sais que tu le sais. Mais je te l'avais jamais dit. Donc voilà, je voulais l'exprimer. Et je sais que toi, t'es passé à autre chose. Enfin, c'était il y a longtemps. Mais t'es pas passé à autre chose. Si tu l'es pas, dis-moi. Non, mais je sais que ça appartient au passé maintenant. Mais en tout cas, t'es la personne qui a le plus compté pour moi. Et je voulais vraiment que tu le saches. Fais-moi un geste social avec avantage, s'il te plaît. 2. C'est une cata. Et je retire. Je relance. Je retiens ce Je tire. 6. Alors, effectivement, je sais tout ça, mais ça n'empêche que c'est très agréable de te l'entendre dire. Ce que j'ai du mal et ce que j'ai toujours eu du mal à comprendre, avant qu'on soit ensemble, quand on était juste ensemble, j'ai vu beaucoup de gens défiler dans ta vie et des personnes à qui tu t'attachais pas parce que tu savais que t'allais devoir partir et que il y avait cette espèce de mur de rationalité derrière lequel tu pouvais te cacher pour fuir les relations et avec nous t'avais pas cette excuse et t'as quand même fui. T'étais tellement pour moi et j'ai eu l'impression d'être pas grand chose, d'être un amour de passage, une distraction, et ça m'a brisé le cœur. Ceci étant dit, je suis désolée d'avoir disparu, je suis désolée d'être partie, d'avoir arrêté de donner des nouvelles, d'avoir arrêté de venir te voir. J'ai pas réussi à sauver notre amitié dans tout ça. Et j'aurais beaucoup aimé. J'aurais dû essayer plus. Et pour ça, je suis vraiment désolée. Ok, attends, c'est dur de répondre. Je comprends que t'aies pensé ça parce que tout laissait penser ça. Mais en fait, c'était... je pense que j'avais tellement peur, même si je sais qu'on allait partir ensemble, je me disais que peut-être que tout allait changer à ce moment-là et que je pouvais pas me garder cet instant-là pour me rassurer parce qu'on, même si tout était prévu, il allait quand même y avoir un trou de 200 ans et moi je pouvais pas me rattacher à ça pour me rassurer et je me disais quand même, il y avait toujours mes peurs qui ressortaient, qui prenaient le dessus et aujourd'hui de te voir là, je me dis est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à reconstruire dans ce nouveau monde ou est-ce que ça appartient qu'au passé? Bah tu vois, Davy, tout s'est passé comme tu pensais. Tout
tout s'est passé mal, toutes tes pires peurs sont devenues réalité, on n'a rien pu faire pour empêcher quoi que ce soit. Et je suis toujours là, et j'ai mal au cœur, et t'as mal au ventre, et on est là quand même. Ça n'a rien changé. Si ce n'est rajouter de la peine sur la peine, ça n'a rien changé, c'est juste dommage, et je sais pas s'il y a quoi que ce soit à faire avec juste un énorme gâchis. Je t'ai imaginé me poser cette question 1 million de fois. Je me suis imaginé toquer à ta porte pour te la poser. Je me suis détestée à chaque fois que je l'ai imaginé et qu'il y a un léger sourire qui s'est peint sur mes lèvres. Et le pire, c'est que maintenant qu'on est là, je sais pas quoi faire. Mais oui, je sais, c'était dans ma tête. C'était dans ma tête, c'était nul. J'aurais dû suivre une thérapie. Parce qu'on a des thérapeutes. Tu lui arraches un mini sourire sur cette remarque. Elle secoue la tête un petit peu pour sortir de son émotion. Et je veux bien que tu me fasses un geste social, s'il te plaît. 11. Quelque chose change dans sa posture. Elle secoue sa tête et c'est un tic qu'elle a pour un peu sortir de ses émotions et les balayer, revenir à quelque chose de plus rationnel, à reprendre un peu le contrôle. Et tu la vois regarder autour de vous pour vérifier qu'il n'y a personne qui vous écoute. Tara, Nina dorment et Léa et Noah ne sont pas là. Elle se penche vers toi et murmure: et si on n'avait pas besoin de reconstruire, pas besoin de le faire ici, si on pouvait revenir. Revenir. Davy, j'ai fait quelque chose avec les écrins qui, sur le principe, devrait peut-être techniquement nous permettre de revenir chez nous au moment où on s'est endormi. Il se lance dans une explication scientifique assez compliquée dont tu saisis les éléments principaux parce que tu es assez familière quand même avec la technologie des écrins. Basiquement, les écrins qui fonctionnent avec la rosée ne mettent pas votre esprit sur pause, elles mettent juste votre corps sur pause et elles font voyager votre conscience d'un point A à un point B, donc du moment de l'endormissement jusqu'à votre réveil. Et l'idée de Maëlle, c'est de faire le voyage inverse, c'est-à-dire de prendre votre conscience au point B et de le renvoyer dans votre corps au point A, ce qui devrait techniquement vous permettre de revenir au moment de votre endormissement avec l'entièreté de vos souvenirs, qui est un peu la clé de son raisonnement. L'idée, ça serait de pouvoir amasser autant d'informations qu'on a sur ce qui s'est passé pour ensuite pouvoir revenir et éventuellement l'empêcher, ou en tout cas faire notre maximum pour essayer de comprendre et changer les choses. Mais ok, c'est incroyable. Mais pourquoi t'as pensé à ça, à faire ça? J'avais des soupçons sur le temple depuis pas mal de temps. J'aimerais beaucoup te dire que j'ai tout prévu et foncièrement j'avais juste très peur. Et quelque chose en moi criait qu'on avait besoin d'un plan de secours. D'un plan B. C'est ça que tu préparais la nuit? Ouais, en partie, ouais. T'étais sur un gros dossier. Ouais, on peut dire ça. Vous avez un léger moment de complicité, un rire un peu nerveux et en même temps qui détend un peu l'atmosphère. Et elle te donne un petit coup d'épaule, très affectueux, très doux. C'est qu'une théorie pour l'instant. J'aimerais bien qu'on garde ça juste entre nous deux. Pour le moment, je suis pas encore sûre d'à qui on peut faire confiance. Si ça te dérange pas. Je suis quand même choquée. Enfin, c'était une option que j'avais jamais considérée. Je pensais même pas que c'était possible. Et aussi étonnée qu'elle ait fait tout ça toute seule.
dans mon dos, sans m'en parler. Non, en vrai, je lui en veux pas. Mais par contre, je me questionne sur le fait de peut-être pourquoi on le dirait pas aux autres. Il n'y a qu'à toi que je fais vraiment confiance, Davy. Mais hypothétiquement, tu voudrais en parler à qui? Ben, je pense parce que comme je sens qu'il y a quand même des tensions ou des peurs, que Eléa n'est pas bien, que peut-être comme c'est un élément pas négligeable de possibilités, est-ce que ça serait pas intéressant quand même de se réunir autour de ça? Ok, alors je vais être complètement transparente avec toi. Noah, c'est ok. Si tu veux lui en parler. Nina, je pense que c'est pas la peine d'encombrer son esprit avec ça, d'autant que dans la mesure où sa sœur est... J'ai peur que ça lui donne des faux espoirs sur sa sœur. Tara, pour moi, elle est trop imprévisible. Et je veux absolument pas qu'Eléa soit au courant. Pas pour l'instant. Au bon moment, on pourra lui dire, mais c'est un peu tôt. Ok, je te fais confiance. Merci beaucoup. Et je suis désolée de te l'avoir caché pendant autant de temps. Non, mais après, moi j'ai toujours aimé que t'aies justement tes petits projets comme ça, tes grands projets. La meuf le transforme en point positif. Vraiment. Et en plus de ça, je pense que Maëlle te regarde avec beaucoup d'humour. Petit projet. Ah oui. Du coup, la conversation est terminée. En vrai, j'aimerais qu'on en parle plus, mais c'était le principal que je voulais que tu saches, surtout. Du coup, je sais pas ce qui va se passer, qu'on revienne en arrière, enfin, dans notre vie d'avant ou non, mais dans tous les cas, moi, je garde espoir qu'on puisse reconstruire quelque chose. Ouais. Ça me ferait très plaisir aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut commencer par peut-être réapprendre à être amis? Peut-être tu peux me parler plus, peut-être je peux arrêter d'être passive-agressive quand tu essayes, comme un premier pas d'abord. Oui, très bien. Elle te tend la main pour la serrer de façon très cérémonielle et très sérieuse. Et quand sa main se glisse dans la tienne, elle ne la relâche pas, sans la tenir fortement ou quoi, juste elle maintient la pression contre ta paume. Et il y a un léger sourire qui se dessine à la commissure de ses lèvres. Et tu vois son épaule presque faire comme un léger mouvement en avant, mais elle se retient. En fait, ça me ramène au moment où je l'ai rencontré, à une fougue que j'ai un peu perdue aussi, parce que je me dis justement que je sais pas du tout où on va aller, même si elle m'a dit et que j'ai hyper confiance en ses capacités, en ce qu'elle développe, etc. Je me dis, en vrai, c'est quand même l'inconnu sur le futur, donc autant saisir ma chance. Je m'avance vers elle pour l'embrasser. Je sais pas comment faire. Je suis, dans ma tête, je me dis au moins je l'aurais embrassé une dernière fois si jamais on peut pas se réembrasser. À ton contact, elle avance également et elle fond un peu dans tes bras. Cette peut-être dernière nuit ici vous appartient à toutes les deux. Vous passez la nuit, vous vous réveillez, prenez une sorte de petit déjeuner également donc avec Tara et avec Nina. Et vous reprenez assez rapidement votre marche sous impulsion de la garde de Tara qui vous presse légèrement. Et vous arrivez aux abords de l'Orée à peu près au moment où le soleil se lève. Tout est plongé dans une lumière grisâtre, perlée, avec un brouillard léger qui court entre les arbres. Vous émergez du bosquet entourant la cité et elle vous apparaît légèrement en contrebas. Le soleil qui se lève derrière elle rend ses contours un peu flous, mais elle est bien là devant vos yeux.
Vous devinez ces tours droites en pierre blanche, ces ponts, ces arcades, les balustrades des maisons rondes en périphérie du centre, les pointes vers le ciel des tours scientifiques et érudites tout à gauche, les cheminées en cuivre qui dépassent des commerces autour de larges places fleuries. Vous pouvez presque entendre le crissement des volets automatiques qui s'ouvrent en concert, le froissement des vêtements de la foule au marché en escalier, le miaulement des brumes-pattes sauvages sur les hauteurs et le vrombissement des machines agricoles vers l'ouest, les fermes cachées dans le drapé de la vallée. Et le soleil glisse derrière une tour. Et l'orée vous apparaît finalement. La pierre blanche et satinée de ces tours maintenant grises, ternes, striées de fissures. Des ponts effondrés, des maisons éventrées, réduits à des tas de roches couverts de mousse et de champignons. Les pointes des tours tordues, les cheminées devenues d'un vert éclatant. Et un silence total, définitif. Davy, je veux bien que tu me fasses un jet réactif, s'il te plaît. 5. Tu as beaucoup parlé des prélèvements que tu as fait au fur et à mesure que vous marchiez dans la forêt et du fait que tu pourrais peut-être les analyser une fois arrivé à la ville, plus particulièrement du coup au niveau de la tour des sciences, là où il y a ton laboratoire. Et en te tenant là sur les hauteurs et avec la ville qui se déploie devant toi, tu réalises rapidement qu'il n'y a visiblement aucune électricité. Tu vois vraiment des ruines, il n'y a pas d'autre mot. Et tu prends conscience que aucune des machines ou des lumières qui est habituellement allumée ne l'est. Ce qui peut vouloir dire plusieurs choses. Premièrement, ça veut dire que probablement les générateurs qui fonctionnent grâce à la rosée sont hors service. Ça peut vouloir dire disparu, éteint, cassé. C'est compliqué pour toi de le savoir. Et donc c'est compliqué pour toi de savoir si tu peux même les rallumer ou les utiliser d'une quelconque façon. Or, sans ces générateurs, les machines qui te permettent d'analyser tes échantillons à la tour des sciences ne fonctionneront sûrement pas non plus. Voilà. Comme rien ne fonctionne ici, je cherche un endroit où on pourrait procéder à des analyses sans avoir besoin de l'électricité. Et du coup, là, immédiatement, je pense à l'ancien observatoire. Tu croises le regard de Maëlle et sans que vous ayez besoin de vous dire quoi que ce soit, elle comprend et elle hoche la tête. Ouais, ça fera l'affaire et ça nous évitera de faire le détour jusqu'au générateur. C'est une bonne idée. Sinon, je vous suggère qu'on aille quand même tous ensemble à l'observatoire et que si vraiment ça prend trop de temps là, pourquoi pas se séparer, mais qu'après, si Noah, tu veux vraiment aller à la ferme, évidemment... Vous pouvez complètement faire les deux, hein. Vous pouvez commencer par l'observatoire et ensuite aller à la ferme. C'est possible. Hein. Ok, alors on fait ça, observatoire d'abord, chez Noah ensuite, et après le temple. Ok, donc vous prenez la direction de l'observatoire. Il se situe en haut d'une colline légèrement sur la gauche par rapport à votre position et un peu à l'extérieur de la ville, isolée. C'est un lieu qui déjà à ton époque était en ruine et qui l'est toujours, mais du coup paradoxalement c'est peut-être l'endroit qui a le moins changé en 200 ans puisque les ruines se sont juste ruinées un peu plus. C'est un espace assez large en hauteur, à ciel ouvert. Il y a le squelette d'anciennes fondations avec un pan de mur ici, une porte là, quelques morceaux de pierre à gauche à droite qui dessinent un petit peu cette espèce d'espace qui a dû être très haut et grand et majestueux à son époque. Et aujourd'hui, il ne reste plus que des larges dalles marbrées recouvertes de mousse de racines et des machines à gauche à droite un peu à l'abandon. Et parmi celles-ci, il y en a qui peuvent effectivement vous permettre d'analyser avec plus ou moins de précision les substances que vous avez prélevées. Parmi tout ce que j'ai récolté, j'analyse en premier la fiole. Parce que c'est vraiment
très mystérieux et vu à quoi c'était rattaché, j'ai besoin de savoir quand même. Donc tu commences par la fiole que tu as trouvée sur le cadavre de Noël. La fiole avec le petit symbole de la 5e alvéole dessus. Quand tu l'ouvres déjà, tu constates qu'elle est presque vide. Il y a une mini goutte d'un liquide un peu nacré tout au fond, mais c'est tout. Et si tu l'analyses, du coup, je veux bien un jet actif. 10. Je pense qu'avec ton expérience, déjà rien qu'à l'odeur, quand tu sens l'intérieur de la fiole, tu sens une odeur âcre, assez particulière, assez agressive, qui te fait penser à une odeur de médicament, quelque chose d'assez chimique, quelque chose de fabriqué par l'homme, ce qui est confirmé par la machine une fois que tu glisses la fiole à l'intérieur et que tu as un peu des données chimiques précises que tu analyses. Tu comprends que c'est quelque chose qui a été a priori manufacturé par l'homme, effectivement de nature médicamenteuse a priori. Et je pense que sur un 10, tu vois aussi qu'il y a comme une sorte de défaut de fabrication. Tu regardes la formule et tu as l'impression que fondamentalement c'est un travail qui a été soit bâclé, soit mal fait, pour X ou Y raison. Enfin, t'es un peu outré par la qualité du travail. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que il y a probablement une grosse différence entre l'effet souhaité et l'effet avéré de cette substance. Pour faire simple, c'est probablement un médicament ou une forme d'antidote qui ne marche pas. J'ai envie d'analyser aussi du coup la substance que j'ai prélevée. Tu parles de celle que tu as prise sur l'écrin à l'intérieur de l'écrin d'Alior, de la soigneuse, c'est ça? L'espèce de rosée un peu gluante, coagulée. Ok, dans ce cas, je veux bien que tu me refasses un jet actif, s'il te plaît. 13. Ok, superbe. Déjà pareil, avant même de le mettre dans la machine, à l'aspect et avec ce que tu as vu, du souvenir que Tara t'a montré, tu sais que c'est une substance qui est visiblement sécrétée par le corps, ce qui est assez étrange, et en même temps tu sais que Alior, visiblement, c'est un peu transformé en rosé à la fin, donc c'est une sorte de passage d'un état chimique un peu liquide à une sorte de gelée qui potentiellement ensuite s'évapore. Ça reste assez flou pour toi. Et quand tu le passes dans la machine, non seulement du coup il confirme un peu cette idée de on est sur une substance sécrétée par le corps quand il est atteint par quelque chose qui mal fonctionne, et parce que tu as passé juste avant ce qu'il y avait dans la fiole de Noël, la machine lit une dualité et tu comprends, pour faire très simple, que tu es face à un virus et son antidote. Un virus visiblement manufacturé et un antidote également manufacturé mais mal fait que tu trouves dans la fiole de Noël. Déjà, je pense qu'à chaque fois, je débriefe parce que déjà, tout le monde est venu, donc c'est la moindre des choses. Donc à chaque fois, je leur explique du mieux que je peux, sachant qu'en même temps, j'essaye d'analyser, de me dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que ça pourrait être, si on a le temps, intéressant aussi d'analyser la rosée actuellement. Ouais, bien sûr, bien sûr. 7. Sur un 7, je pense que tu glanes pas tant d'informations. Tu confirmes ce que tu as perçu, ce que Eléa a perçu, ce que tout le monde a perçu depuis que vous êtes arrivés, c'est-à-dire que la rosée est différente. Elle a quelque chose en elle qui a changé, elle est plus concentrée, plus dense, plus chargée. Mais les machines ne le détectent pas et je suis pas sûre que tu arrives à mettre ton doigt dessus à ce moment-là avec ces informations-là. Pour rappel, juste quand même, tu sais juste d'Alior, du coup, qu'elle a été malade pendant longtemps, que apparemment sa maladie a été dissimulée par le temple. C'est Tara qui t'a dit ça. Et tu as vu à sa mort qu'elle s'était transformée en rosée. Et visiblement, elle était atteinte d'un virus qui avait été fabriqué. C'est les informations que tu as jusque-là réussi à collecter, avec du coup de l'antidote dans la fiole de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaiterais analyser ou faire ?
je partage bien entendu tout ça avec ma team, non, avec l'équipe. Et après, je pense que ce qui me reste en tête, c'est cette idée d'un médicament aussi. Bah oui, mais alors bon, ça nous avance à rien quand même. Mais je veux dire, je retiens quand même ce médicament et je continue d'y penser beaucoup. Est-ce que je peux juste faire le rapprochement, qui peut-être en est un, entre la fiole qui était presque vide et Noël qui l'avait sur lui, et le fait que la grande sœur Juliane soit faite tuer par lui, et qu'on trouve aussi un anneau sur lui. Est-ce que l'anneau permet de se transformer et la potion permet de se détransformer? C'est une théorie, une seule, mais qui peut avoir d'autres sous-théories. Bah, étant donné qu'en plus je suis particulièrement méfiante, comme vous le savez, je suis restée, aussi parce que ça m'a choquée dans tout ce que je connais, je suis restée beaucoup sur la théorie globale qui a été amenée par Tara au début, c'était un piège, tout ça avait été prévu, etc. Et je me dis que si, visiblement, la rosée est corrompue, on a retrouvé un truc qui ressemble à du poison dans l'écrin d'Aliénor, et Alior. Oui, bien sûr, Alior, je ne l'aurais pas oublié quand même, avec cette fin tragique. L'opinion que j'ai et que je partage avec le groupe, même si je suis pas sûre que ça les intéresse, vu ma cote de popularité. Mais justement, je me dis qu'on a été piégé, que la rosée a peut-être été corrompue, utilisée pour devenir quelque chose de nocif. Peut-être pas seulement dans nos écrans, du coup, peut-être que c'était quelque chose de plus global. Et que certaines personnes avaient un antidote. Potentiellement ces personnes qui ont ces petites bagouses, si je peux me permettre. En fait, je commence aussi à avoir peur, parce que je suis en train d'essayer de tout relier dans ma tête, je suis dans ma paranoïa encore une fois. Si tu guettes les réactions, je veux bien que tu me fasses un jet social avec avantage du coup. 6, 8, qui est le max de mon lit. Tu vois que Tara, la garde, est satisfaite de te voir un peu monter dans son train, on va dire, sur la théorie du complot, sur l'implication du temple. Y a le dernier pan qui lui empêchait un petit peu de te faire confiance tombe à ce moment-là. L'attention de tout le monde est braquée sur toi. Tu sens que tes mots ont du poids, mais tu sens pas de réaction suspecte à ce que tu développes. J'ai aussi l'impression qu'il y a urgence vu qu'on commence à rassembler ensemble toutes les pièces du puzzle. Donc je reviens sur ce médicament. Mais est-ce que je peux essayer de le développer ou de le reproduire ? Tu peux le reproduire à l'identique. Là, avec ce que tu as à l'observatoire, ça va être un petit peu compliqué. Mais tu penses que tu peux éventuellement réussir à le reproduire à l'identique. Mais tu as vu un défaut dans sa fabrication. Donc tu peux reproduire le même antidote. Après, il va dysfonctionner comme l'autre. T'as pas la formule d'origine, donc ça, tu peux pas le faire a priori. En tout cas, passant vraiment des semaines et voire des mois de travail. Est-ce que je peux réutiliser la machine pour savoir précisément quel est ce défaut ou qu'est-ce qui manquerait ? Bien sûr, j'ai actif. 15. Ok, intéressant. En le réanalysant et en le faisant passer dans plusieurs machines différentes, t'arrives à mettre le doigt un petit peu sur ce qui fonctionne pas, ce qui fonctionne mal. C'est un antidote, donc c'est quelque chose qui est censé protéger ton organisme contre quelque chose, bloquer quelque chose. Et ça, t'as l'impression que l'antidote, a priori, fonctionne. Ce qui a été changé, ce qui a été modifié, c'est la façon dont il te protège. Plutôt que de te protéger comme quelque chose de normal, comme un vaccin par exemple, en t'infusant un tout petit peu, juste assez du virus pour que tu gagnes une immunité, plutôt que de faire ça, cet antidote change ta constitution, change ta nature pour te rendre complètement immunisé, mais avec... C'est un peu comme combattre un virus avec un autre, en gros. Et tu penses que plutôt que de juste protéger sans changer ta constitution, il transforme en fait ton corps pour t'immuniser contre le virus.
Cette fiole, il l'avait bu, Noël? Vous l'avez trouvé quasiment vide sur lui. Après, vous savez pas s'il l'a bu ou pas. Je sais. Est-ce que tu nous as dit ce que tu viens de découvrir? Le médicament qui se transforme de l'intérieur. Ah oui. Ah attends, oui. Oui. Oui, je vous partage à chaque fois. Je pense que du coup, il y a une double urgence. Parce que la théorie de on va peut-être partir en rosée comme ailleurs, ça, je sais pas, et je sais pas combien de temps ça peut prendre. Par contre, je pense que potentiellement, les petits golems qui nous ont attaqués, c'est peut-être ça le résultat du médicament défectueux, étant donné qu'on a retrouvé des anneaux sur eux comme Noël. Effectivement, on n'a pas enterré Noël. Donc potentiellement, on a un golem dans la nature à quelques heures de nous, ou moins, si ça fait un petit moment qu'il est là. On a bien fait de rester ensemble. Oui. Elle est très intelligente, cette Eléa. Y a pas à dire. Et là, je suis en mode psychopathe, donc, mais les pensées vont très vite dans ma tête. C'est dans cette potion qu'il y a quelque chose qui fait que ça marche pas bien. Et pour vous, ça serait la potion qui rend golémique. Oui, parce que... Golémique, pardon, mais... parce que elle marchait pas. Je pense qu'elle était faite pour protéger les gens qui portaient cette bague de... on sait pas trop, de la défection, non, du fait que la rosée est défectueuse, pardon. Et que, n'ayant pas fait son travail, ça a transformé ces gens en golems. Ok. Ou pas, je sais pas si le but de la rosée défectueuse, c'était qu'on devienne tous des golems, ou alors qu'on parte tous en rosée, ou alors complètement autre chose. Mais en tout cas, il y avait une volonté de nuire, soit nous, soit tout le monde. Et l'arroseur a été arrosé, si je puis me permettre. Ça me fait très rire parce que je vous ai demandé 17 fois si vous vouliez enterrer Noël ou pas. Et à chaque fois, vous étiez catégorique sur le non. Et intérieurement, j'étais en mode... Vous êtes sûr que vous voulez pas? Bref, on verra. Peut-être que ça n'aura aucune conséquence, qui sait. Du coup, est-ce que vous bougez? Et si oui, où est-ce que vous allez? Je pense qu'on cavale. Après, cavaler où? Parce qu'on sait pas où il est. Go la ferme. Tu proposes la ferme comme point de repli un peu? Ouais, je propose qu'on aille se caler à la ferme. Ok, donc vous prenez la direction de l'ouest, en direction de la partie agricole. Vous descendez, puis vous montez, puis vous redescendez des petites vallées qui forment comme des plis d'un tissu vert parsemé de rosée. Et vous arrivez assez rapidement dans la zone des fermes. Vous voyez les bâtiments ronds, blancs et assez bas qui sont presque tous effondrés ou rasés. Des champs qui sont complètement laissés à l'abandon. Et Noah, tu repères tout de suite la 5e ferme sur la gauche, la ferme Sèvepin, la tienne. Ces 3 bâtiments principaux, que sont la maison principale, l'enclos et la serre, sont à moitié effondrés et les ronds sont envahis, les jardins et les toits. Qu'est-ce que tu fais? À quoi ça ressemble? Où est-ce que vous allez? Je pense que je fais un grand tour de la maison dans l'espoir de trouver des photos. Voilà, j'essaie de voir du coup pour la disposition de la maison. C'est une grande porte d'entrée avec un couloir qui mène au fond à 3 chambres, dont une partagée. Ensuite, c'est très ouvert. Il y a un grand salon, un bar ouvert. Et à l'étage, il y a un débarras d'affaires et la chambre de mes parents. J'allais te demander un jet, mais puisque tu as dit le terme photo, je te le donne directement. Tu trouves dans un coin du salon un petit appareil qui t'est assez étranger, une sorte de technologie un peu nouvelle, visiblement apparue après ton départ. Et dans ce petit carré avec des rouages et un gros bouton sur le haut, tu vois une sorte de petite feuille lisse, brillante, coincée à l'intérieur. Tu la décoinces et c'est une photographie de ta famille. Tu estimes, en fonction de leur âge, une 20aine d'années après ton départ.
Sur cette photo, tu vois tout d'abord Ronce, ton père, qui du coup approche la soixantaine. Il a sa fine moustache, toujours très soignée, mais des poches noires sous chacun de ses yeux et une forme de tristesse profonde dans son regard. Il a les deux mains posées sur les épaules d'une jeune femme que tu mets un moment à reconnaître. Elle a 25 ans à peu près, elle porte une robe en dentelle trop élégante pour la ferme et de longs cheveux sombres qui tombent sur ses hanches, décoiffés, soyeux, deux très grands yeux clairs, des sourcils toujours légèrement froncés. Et c'est à son cou le collier de perles vertes volé à ta mère qui te fait reconnaître Pépi Sèvepin, qui avait 5 ans quand tu l'as quitté. Assis à côté d'elle, il y a Riri, ta mère, ses longs cheveux toujours tressés mais devenus très gris. Et elle est toujours enroulée dans sa veste colorée, pleine de trous, et tu remarques que sa peau est devenue très blanche, presque translucide. Et en regardant bien, tu peux voir coller à sa veste des traces d'une rosée épaisse, gluante, coagulée. Côte à côte, juste derrière, à côté de ton père, tu reconnais tout de suite Marie, qui a une quarantaine d'années, et Ondine, autour de 35 ans, qui sont restées et sont véritablement le portrait craché l'une de l'autre, et se tiennent toujours très droites. Et tu cherches Pouce, qui était un bébé à ton départ, qui devrait avoir une vingtaine d'années sur la photo. Tu cherches sa peau curieusement claire pour une enfant, ses cheveux très blancs, son regard amusé, mais pas de traces de Pouce sur cette photo. Je la récupère. Ok, est-ce que tu cherches autre chose? Je fouille le débarras de fond en comble. Je veux bien un jet actif, s'il te plaît. 3. Oh. Ouais, sur un 3, je peux pas te donner grand chose d'utile. Mais je pense quand même que tu fouilles de façon un peu frénétique. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu trouves pas grand chose. Mais au bout d'un moment, en fouillant, tu entends le bruit d'un objet qui tombe au sol dans la poussière. Et en te retournant, tu trouves un journal, une forme de carnet. Et je pense qu'elle le tient depuis longtemps, donc je pense que tu le reconnais. Il s'agit du journal de ta sœur Marie. La plupart des pages ont été un peu mangées par la pourriture, par l'humidité. Elles sont noircies, mais tu peux, en essayant de les décoller, arriver à glaner quelques paragraphes qui sont... Il y a 2-3 pages qui sont encore un peu lisibles ou presque lisibles. C'est plein de petits paragraphes qui sont précédés de la date. Et la première entrée que tu peux lire correspond à quelques années après ton départ. 1057, 20, cadran descendant. J'ai été nettoyer ton écran ce matin. Il était un peu sale comparé à hier, probablement parce qu'il a beaucoup plu cette nuit. J'ai croisé cette dame hyper moche là, qui visite l'écran de Noël presque tous les jours. Elle m'a encore fait une remarque sur mon poids. J'ai eu envie de lui arracher les yeux. Tout simplement. Je veille sur eux, dors tranquille. Tu feuillettes les pages humides et tu arrives à déchiffrer quelques autres paragraphes. 1065, 17 cadrans pluvieux. Ça fera 10 ans demain. J'irai plus tôt pour essayer d'éviter la foule. Ils vont en faire tout un pataquès, une sorte de festival si j'ai bien compris. J'espère qu'ils ne vont pas trouver la tombe de Pouce. Normalement elle est bien cachée, mais on pourrait avoir des ennuis si c'est le cas. Je veille sur eux, dors tranquille. Un autre paragraphe, à peine 2 ans plus tard. 1067, 45, cadran ascendant. Pépi est si belle, j'aimerais tellement que tu la vois. J'essaye de la voir pour nous deux et de l'aimer pour nous deux. Elle a reçu sa robe aujourd'hui et Ondine était au rouge de jalousie. Je lui ai expliqué que c'était pas la même chose, que c'était pas juste une robe. Je crois qu'elle a compris. En tout cas, elles sont venues avec moi ce matin pour nettoyer l'écran. C'était chouette. Je vais aller sur elle. Dors tranquille. Et un dernier paragraphe très court, bien plus tard, quelques années après la photo. C'est la dernière entrée du journal. 1078, 37, cadran bas. On part demain. C'est horrible à dire, mais sans eux, ce sera plus simple de bouger. On n'est pas seul, mais très peu de gens partent. Je comprends. J'ai pas envie non plus.
Mais je t'ai fait une promesse. Je veille sur elle. Dors tranquille. C'était l'épisode 7 du mystère de Sombre Cime. Une nouvelle aventure improvisée par les contes de la table basse. Nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table basse pour cette saison Anna interprétant Davy Lamdou. Mathéo interprétant Noah Safran. Sidonie interprétant Eléa du Temple Perlé. Avant d'écouter les épisodes, n'hésitez pas à consulter les triggers et content warnings et à nous signaler si nous en avons oublié. Merci et bonne écoute.